Sur les 20 dernières années, les prix des écoles de commerce, ils ont triplé, alors que les salaires à la sortie, ils ont augmenté que 30% sur la même période. Elle disait, le problème c'est que les écoles de commerce, ça forme personne qui fait du commerce. Ça avait glacé la salle, tout le monde était en mode... Quand je vois les personnes qui sont dedans, je me dis pas waouh, le réseau est incroyable quoi. Même les formations en ligne, si tu regardes les statistiques des personnes qui les consomment de A à Z et qui mettent en place, c'est extrêmement faible. On est en train d'avoir un système avec des entrepreneurs qui vont gérer un pays comme ils gèrent un business. Il y a des gens qui disent que c'est un paradis pour l'entrepreneuriat. Je sais pas si c'est vrai, en tout cas c'est un paradis pour débuter. Salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Contre-Courant. Je suis avec Sixtine, évidemment, comme toujours. Et je suis aussi avec Antoine Blanco. Salut Antoine. Merci pour l'accueil. On est ravis de t'avoir. T'as émergé très bien et très fortement sur le contenu, sur la formation et tout. Et c'est un truc que j'ai découvert en écoutant Sans Permission. T'as pas terminé tes études. Ouais. Donc, comme moi aussi, tu vois. Et c'était un peu le gros sujet que je voulais aborder avec toi. C'est est-ce que tu penses que les études supérieures, ça sent un peu la fin de tout ce modèle-là? Je pense notamment évidemment aux écoles de commerce ou ce genre de choses. Comment toi tu vois le truc? Parce que du coup tu as beaucoup de gens qui se forment chez toi et qui s'imaginent ont fait des études ou font ça à la place de leurs études. Ouais. C'est quoi un peu toi ton avis sur le truc? C'est intéressant. Moi pour recontextualiser, de base j'avais fait une filière scientifique, donc un bac S au lycée, et ensuite je voulais devenir pilote de chasse parce que ma mère bossait chez Air France. Oh, stylé. Donc c'était un peu mon rêve de gosse. Et j'ai passé les présélections à Tours, ça s'est bien passé. Et en fait c'était la période Covid, donc j'avais 6 mois avant l'intégration en formation militaire initiale. Et donc, pendant 6 mois, je me suis dit, bon, vas-y, je vais mettre tu devais aller là-bas, c'était déjà dans ta route. Ouais. Après, là-bas, tu as toujours des sélections en vol, donc c'est ultra sélectif. En fait, si t'as pas la courbe de progression qu'ils veulent, ils te sortent. Mais ouais, j'étais sur la bonne route. Et au final, pendant ces 6 mois de latence, je me suis dit, vas-y, je vais pas rien faire, je vais essayer de démarrer un business, pourquoi pas avoir des revenus passifs, investir dans l'immobilier, faire des trucs. Et au final, mon business a super bien marché. Donc ça m'a permis, tu vois, de découvrir un truc dont j'avais pas du tout idée. Et ouais, j'ai regardé pas mal de trucs parce que moi, au final, comme tu dis, j'enseigne aujourd'hui à mes clients à faire ce que j'ai fait il y a quelques années. Et c'est vrai que le marché de l'éducation traditionnelle, tu vois, des études supérieures, etc., j'ai regardé à échelle mondiale, pas à échelle française parce que j'ai pas réussi à trouver les stats, mais c'est un marché qui est en baisse de 40 milliards par an. Waouh, j'avais pas l'info. Ouais. Ah, putain. Et à contrario, le marché du e-learning, de l'apprentissage en ligne, il est en croissance de 50 milliards par an. Donc tu vois, après, tu vois, les volumes sont pas les mêmes, mais tu as cette convergence qui est en train de se faire. Et moi, je suis assez convaincu que les gens prennent plus le réflexe de se former en ligne maintenant parce que tu peux tout apprendre, des compétences ultra spécifiques par des experts, plutôt que de payer des diplômes qui sont hyper génériques. Vous en pensez quoi, vous? C'est une bonne question, Sox. Moi, je pense que ça dépend des métiers, en fait. Tu as des métiers où aujourd'hui, les études traditionnelles, celles qu'on a connues, tu ne pourrais pas faire autrement. Des avocats, des médecins, des policiers, même des dentistes. Enfin, tu as plein de métiers pour qui les études sont une très très bonne idée. Sauf que tu as beaucoup d'autres métiers comme apprendre le management, le commercial, l'entrepreneuriat. Tu peux pas l'apprendre via le système actuel. Et donc, dont là, les formations peuvent être beaucoup plus pertinentes. Mais tu penses qu'on pourrait même pas apprendre en ligne les formations? Enfin, je raisonne à voix haute. Non, parce que c'est des métiers où il y a beaucoup de pratique en fait. Et en fait, la pratique, tu peux difficilement la faire en ligne. Ouais, je suis assez d'accord. Il y a certaines exceptions. Mais de plus en plus, avec les nouvelles technologies comme l'IA, il va y avoir encore des nouveaux changements. Tu vois, par exemple, moi, dans ma classe au lycée, les numéros 1, c'était les mecs qui voulaient faire ingénieur, développeur ou médecin. Mais force est de constater qu'avec l'IA, dans quelques années, tu vois, ces métiers seront remplacés. Mais je suis d'accord avec toi, Sixtine. Moi, si je voulais faire pilote de chasse, j'aurais pas pu l'apprendre en ligne. C'est trop spécifique. Tu vois, il y a encore besoin, je pense, pour certains types de métiers. Mais ça reste des exceptions de plus en plus, tu vois, de passer par une filière. Non mais c'est vrai, et puis tu regardes l'évolution des écoles. Enfin, moi, le côté école de commerce, c'est toujours un truc que je regarde beaucoup parce que c'est un peu généralement là que ça concentre un peu l'attention de la majorité des gens et tout, tu vois. Ouais. Et les écoles de commerce, moi, ce qui m'a le plus choqué à titre perso, c'est une phrase d'une meuf qui a monté une boîte qui s'appelle Iconoclast. Je sais pas si ça te parle. Non. Qui s'appelle Marie Taquet et qui avait dit, on était dans la même promo Forbes Sortie Under Sortie, okay. Et elle avait dit devant le mec de l'EDEC qui était vert en mode genre le mec remet un prix et il se fait insulter limite, tu vois. Elle disait, le problème c'est que les écoles de commerce, ça forme personne qui fait du commerce. Ouais. Et ça avait glacé la salle, tout le monde était en mode... Tu vois, un peu gêné parce que le mec remettait le prix. Et en fait, t'as un peu ce truc du... c'est vrai que c'est un vrai problème. C'est-à-dire que ça forme un peu au management, un peu à la... Mais ça forme surtout en fait à la finance et au conseil, tu vois.
Et en fait, pas tant que ça. Nous, on reçoit des CV de gens d'écoles de commerce et tout. C'est des gens qui, dans notre industrie, savent rien faire, par exemple. Rien, tu vois, rien du tout. Mais toi, pour prendre l'exemple du modèle, parce qu'on va retourner de l'autre truc aussi. Les écoles, qu'est-ce que ça a de stylé? Ça a du stylé le diplôme et le réseau. Est-ce que les formations en ligne, ça peut faire du réseau et faire du diplôme, tu vois? Ouais, je pense que très clairement, moi si je prends l'exemple du programme que j'essaie de reproduire ça avec, tu vois, on a une communauté en ligne. Le mois prochain, là, on organise un événement à Paris avec 100 personnes pour que les gens puissent connecter aussi entre eux. Donc oui, le réseau. Après... c'est ça qui est valorisé aujourd'hui quand on parle d'école de commerce. Mais c'est pas tellement vrai, en fait, quand tu y réfléchis. Tu trouves? Pas tant que ça. Bah, j'ai pas l'impression que ça serve beaucoup. Enfin, moi, mon entourage qui est beaucoup en école de commerce, quand je vois les personnes qui sont dedans, je me dis pas waouh, le réseau est incroyable, quoi. Donc en fait, même cette promesse-là, je sais pas. Et en plus, est-ce qu'elle va être utile? Parce qu'après, le mec va faire un métier qui est méga différent du tien. Donc ce sera pas le même réseau qu'il aurait fait. C'est même pas forcément. Enfin, tu vois. Je suis assez d'accord. J'avais vu une stat qui était grave intéressante. Sur les 20 dernières années, les prix des écoles de commerce, ils ont triplé. Alors que les salaires à la sortie, ils ont augmenté que de 30% sur la même période. Et ça, les 30% en plus, tu penses même pas à l'inflation qui est égale à 30%. En fait, exact. Ça veut dire que, en fait, le retour sur investissement est de plus en plus nul. Et il y a plein de jeunes aujourd'hui qui, parce que la génération de leurs parents, c'était des règles qui étaient différentes, les frais étaient plus bas, tu pouvais rembourser tes crédits étudiants, s'enferment avec un crédit et vont être obligés de trouver un job et s'enfermer, tu vois, dans la rat race. Moi, je sais que ma copine, c'est un peu son cas, tu vois. Elle a fait un crédit pour payer une école de commerce dans la finance et aujourd'hui, elle a des mensualités alors qu'elle a, tu vois, elle a pris cette décision, elle avait 18 ans. Ouais, et un peu poussée par les parents qui disent faut que la société aussi. Ouais, mais quand on est la société, ça veut dire quoi? Parce que autant les parents, je comprends, même moi je l'ai ressenti et tout, alors que j'étais pas le mec le plus docile, on va dire, tu vois. Mais la société, ça veut dire quoi? Les autres gens de ton âge qui sont poussés eux-mêmes par leurs parents et qui du coup ont un regard sur ce que tu fais. Toi, t'en as beaucoup qui te trouvaient trop bizarre au début de monter, qui croyaient pas. C'est aussi d'ailleurs ça qui te motivait aussi de le faire. Non, mais c'est sûr. Mais c'est pas exactement ça que je veux dire. Moi, ce que je veux dire, c'est plutôt le côté. Il y a un moment où j'ai l'impression que le constat, il est assez clair pour des gens comme nous. Que tu as de plus en plus de gens qui ont des voix qui s'élèvent et pourtant ça fait quand même ça le comble pour beaucoup d'écoles encore aujourd'hui, tu vois. Qu'est-ce qui maintient encore ce truc là, tu vois? Parce qu'aujourd'hui, pour même ton business à toi et les business de formation en ligne, c'est presque votre plus gros plafond de verre en fait, les écoles. C'est le jour où ce plafond de verre il saute, vous rentrez dans des business là pour le coup. Enfin, tu vois une année, combien coûte une année d'une école de commerce? C'est 10 000 balles. Enfin. Ouais. Non, c'est clair. Tiens, la valeur que vous devez apporter pour pouvoir prouver que vous êtes bon versus eux, enfin, tu vois. Ouais, et puis t'as le coût financier, comme tu le dis, 10 000 balles l'année, mais t'as aussi le coût de temps, parce que faire des études supérieures, ça te prend 2-3 ans, alors qu'au final, apprendre... Minimum, sur les parties vraiment supérieures, alors que, tu vois, si tu prends une formation en ligne, en l'espace de 3 à 6 mois, techniquement, t'es censé avoir déjà des résultats qui sont concrets et un retour sur investissement. Donc, je pense que petit à petit, les consciences vont s'ouvrir par rapport à ça. Ce qui maintient encore le système en place, selon moi, c'est la pression des parents, tu vois, et des habitudes, de ce qui est bien vu dans la société. Mais je pense que notre génération, petit à petit, on va se rendre compte, et la génération qui suivra, ce sera complètement différent. Je pense que c'est aussi la structure. Le fait que tes parents soient rassurés de te dire que tu vas dans un établissement qui est surveillé par des gens. Ouais. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui savent très bien que s'ils payent une formation en ligne à leurs enfants, ils risquent de la payer dans le vide parce qu'ils vont jamais la faire, que de rester chez eux. C'est la même politique que tu as pour des employés où si tu les fous en télétravail, tu sais qu'ils vont jamais mieux bosser que d'autres. C'est pareil en fait avec des enfants, des élèves quoi. Ah ouais, et donc à la différence effectivement des formations en ligne où aujourd'hui ceux qui les payent, s'ils sont pas motivés, t'es presque en mode pourquoi tu te fais pourquoi. Oui, exact. Alors que si ça devient une norme, t'as beaucoup de parents qui savent très bien que leurs enfants, tu donnes encore plus de facilité pour que les gens foutent rien. C'est vrai. Et on le voit à la fac, t'as énormément de personnes, tu vois, qui pour le coup ont beaucoup plus de liberté qu'en école et qui vont décrocher parce qu'ils n'ont pas justement ce suivi et cette pression. Même les formations en ligne, au final, si tu regardes les statistiques des personnes qui les consomment de A à Z et qui mettent en place, c'est extrêmement faible. C'est pour ça que 10%, 20%. Ouais, même moins, je pense. Putain, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Les gens, ils payent, ils voient beaucoup de valeur en fait avant l'achat parce que l'information, c'est un truc. Une fois que tu y as accès, toute la valeur perçue, elle diminue d'un coup. Par contre, juste avant l'achat, tu es là, ouais, je vais apprendre plein de trucs, il va y avoir des secrets, j'ai trop envie d'acheter. Mais le truc, c'est que il y a plein de gens, au final, tu vois, qui vont pas au bout et c'est problématique. C'est pour ça que je pense que le coaching, c'est la meilleure alternative. Parce que tu as cette pression et cette accountability, tu vois, de devoir rendre des comptes, avancer.
Et en plus, t'as l'information. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que c'est un truc que vous faites, c'est un peu de coaching en plus. Ouais. C'est ça qui fait qu'aussi, les parents pourraient être plus rassurés. Ouais. Non, mais c'est vrai, t'as très raison. Mais même moi, même si je crois beaucoup en formation en ligne, mais moi, mes enfants, je sais pas si je ferais forcément hyper confiance, sauf si mes gosses m'ont toujours prouvé qu'ils étaient premiers de classe et donc très bons sans que je sois trop relou, mais t'as quand même ce truc de putain, il y a pas le check des présences et des absences. En fait, les gens sont beaucoup plus en mode tu veux te faire former, t'es là, tu vas te faire former, au pire tu payes la formation, t'es pas là, je m'en fous. Un peu comme à la fac. Un peu comme à la fac. Moi j'étais à la fac et effectivement. Moi j'allais jamais en amphi. Enfin, que je peux te dire, c'est que même si je pouvais rater les TD, je les ratais. Enfin, je sais. Je comprends. Comment est-ce que vous verriez l'éducation de vos enfants si vous pouviez faire le truc vraiment parfait? Qu'est-ce que vous leur feriez faire? C'est une méga bonne question. Moi, j'ai toujours tendance un peu à y aller dans le truc radical. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la Peter Thiel Tuition. Je sais pas si ça vous parle. Non. En gros, Peter Thiel, c'est un entrepreneur américain très connu, mec qui a écrit Zero to One, fondé PayPal et tout ce que tu veux. Et Palantir, qui est une sacrée boîte. Et en gros, lui, chaque année, il va prendre des étudiants qui sont, c'est des étudiants, important de le dire, qui sont censés aller à Stanford, qui sont censés aller à Harvard, donc des gros gars quand même, tu vois. Et il en prend 10, et au lieu que eux payent pour leur école, il les paye eux le prix de l'école que ça leur coûterait, pour que eux puissent bosser sur les projets qu'ils veulent bosser, aux côtés de tout le réseau de Peter Thiel, qui est au même niveau quasiment qu'une université américaine, le réseau Peter Thiel. Et lui, il prend juste des parts dans la boîte en échange, mais c'est vraiment un truc presque qu'il fait un peu pour give back, enfin, c'est très à l'américaine, tu vois. Alors, je sais pas si je voudrais ça pour mes enfants, parce que comme tu dis, il y a plein de questions de est-ce qu'ils auraient pas l'air d'être bizarres, d'être un peu désaxés des autres, tout ce que tu veux. Ouais. Mais moi, j'aurais aimé en fait avoir cette possibilité-là, en fait, de me dire c'est totalement une option logique. Il y a un mentor, quoi. Ouais, c'est un énorme mentor qui puisse. Ouais, en fait, c'est une forme d'incubateur. En fait, je rêverais que l'école de mes enfants, ça ressemble à un incubateur. C'est-à-dire, t'as des coachs, t'as des gens qui ont du savoir, tout ce que tu veux, mais tu fais ton truc et dès que t'as une question, t'as quelqu'un pour te donner le feedback, tout ce que tu veux, tu vois. Et en termes moi, je pense que je suis assez aligné avec ce que tu dis. Surtout pour la composante temps. Ouais. Moi, tu vois, typiquement, j'ai commencé ma première boîte, je l'ai montée à 17 ans. Je m'en serais voulu toute ma vie si jamais, parce que j'avais cru qu'il fallait que je monte la première à 23. Ouais. Je m'en serais voulu toute ma vie, tu vois. Ouais, c'est clair. Les années qu'on a de 18 à 35 ans, c'est là où on a le plus d'énergie, où notre cerveau il est le plus dynamique, où on peut apprendre le plus de trucs, faire le plus de trucs. Et c'est vrai que c'est dommage de gaspiller son énergie sur des trucs au final qui nous aident pas de ouf. Et en général, l'erreur que font les jeunes, c'est qu'ils s'enferment derrière dans un travail et avec des responsabilités, des crédits. Et donc, tu peux plus te permettre de prendre des risques. À partir de là, tu es un peu plus bloqué ou c'est plus compliqué. Et chaque étape, c'est il faut avoir l'étude pour avoir un CDI, il faut avoir un CDI pour avoir une maison, il faut avoir une... Et en fait, t'es bloqué. T'es complètement bloqué, effectivement, tu vois. Ouais. C'est clair. Tu voudrais faire quoi pour tes enfants? Un peu ce truc-là Ouais, je pense que c'est Peter Thiel Tuition. Ouais, moi j'avais entendu parler de l'école d'Elon Musk qui, je pense, est un peu dans le même délire. J'ai jamais entendu parler, c'est quoi ça? C'est Elon Musk, en gros, pour ses enfants, il a créé une école sur mesure pour eux, pour qu'ils apprennent des compétences, qu'ils apprennent des compétences qui sont vraiment utiles. Et je pense que dans l'idéal, si j'arrive à atteindre ce niveau-là de richesse, tu vois, je ferais ça. Tu créerais la propre école. Ouais, je créerais l'école. Xavier Niel, il a fait ça aussi. Il a créé une école, l'école 42, ouais. Ah oui, ouais, c'est vrai. Et c'est un beau modèle. C'est un gros délire. Hein. Genre, c'est les gens qui sortent de 42, ils sont vraiment bons. Hein. Ils sont contents surtout. C'est un beau modèle. Toi, Sixtine, du coup, tu les amènerais à l'école. Non, moi j'aime beaucoup votre manière de faire et moi j'aurais un entre-deux. C'est-à-dire que moi déjà, je les mettrais pas forcément en cours en France, en tout cas avec le modèle actuel. Enfin, moi j'habiterais pas en France. Ah ouais? Mais non, pas pour élever mes enfants. Ça fait. Ah, pas pour élever tes enfants? Non, pas pour élever mes enfants parce que moi j'ai fait mon lycée en Suisse. Moi je détestais l'école, plus jeune. J'ai fait mon lycée en Suisse et c'était les meilleures années de ma vie. Et en fait, alors qu'on avait des cours normaux, mais juste parce que les profs qui étaient là aimaient sincèrement ce qu'ils faisaient. Donc en fait, ça m'a réconcilier avec l'école sur le concept de, en fait, quand tu as quand même des gens bienveillants, tu peux réussir à aimer n'importe quoi que tu apprends, même quand tu n'aimes pas forcément une matière à la base. Et en fait, je me suis dit, le meilleur juste... Et en plus, on terminait assez tôt, on terminait plus tôt que moi, mes potes de Paris. Donc en fait, j'avais le temps de faire du sport après, etc. Donc en fait, je ferais moins d'heures de cours, plus d'activités après d'équipe, en fait. Que ce soit du sport, que ce soit des travaux d'équipe. En fait, moi, je crois beaucoup plus à la pratique que la théorie, sauf pour certains métiers comme le droit où t'as pas le choix. Non, mais voilà. Et donc, en fait, je ferais beaucoup plus de pratiques et de trucs en équipe. Okay. Parce que déjà, plus tard, quand tu bosses, que ce soit quand tu montes une boîte ou quand tu es salarié, tu bosses beaucoup en équipe. Donc, en fait, c'est hyper important. Ouais. Et je ferais surtout des écoles qui te permettent, en fait, d'apprendre des choses qui sont hyper utiles. À coder, à la compta. Le management. Enfin, il y a des tellement de trucs. Genre aujourd'hui, je suis ravie de connaître par cœur. Enfin, l'histoire. Non, mais l'histoire, je suis contente pour ma culture personnelle. Tout ce que j'ai appris en économie à l'école ne m'a servi à rien du tout.
La philo, je m'en branle. Si j'avais aimé ça, j'aurais écouté moi-même des podcasts de philo. Je m'en fous, tu vois. Ou j'aurais regardé des YouTube. Mais d'ailleurs, enfin, je sais pas toi, mais moi j'y reviens en fait à la philo beaucoup maintenant, tu vois. Et c'est comme si à l'époque, je sais pas si dire c'était pas après, je sais pas si c'est le bon terme, mais ou c'était pas la bonne manière, mais tu vois, j'y reviens maintenant et j'y reviens par des angles complètement différents de celle de l'école où c'était un peu. Je pourrais même pas te dire ce que c'était tellement j'écoutais pas. Je sais pas si vous avez ce truc là, tu vois, ou des trucs de l'école où tu y reviens plus tard. C'est normal parce que tu mûris et que tu l'apportes, et surtout tu l'approches d'une manière très différente à l'époque. À l'époque, on te l'imposait, donc on pose quelque chose à un enfant, il veut jamais le faire. Ouais. Je pense que la philosophie, quand on devient adulte, elle s'impose à toi parce que tu te poses des questions, t'as pas forcément des réponses et du coup tu commences à chercher. Ouais, il y a un écrivain, je sais pas si vous voyez qui c'est, Frédéric Lenoir. Ouais, bien sûr, qui a écrit un de mes livres préférés. Le désir, une philosophie. Ouais. J'adore tout ce qu'il fait. Incroyable. J'ai lu quasiment tous ses livres. Et ouais, c'est vrai que c'est... Tu vois, comme toi, au lycée, je m'endormais dans les cours de philo. Oui, on te l'aurait filé à l'époque, t'aurais été en mode qu'est-ce que c'est encore que cette nouvelle connerie et tout, tu vois. Parce que je pense que les profs aussi font pas l'effort de se demander comment est-ce qu'ils peuvent rendre les informations digestes et agréables à consommer. La force, tu vois, de Frédéric Lenoir, c'est que il met du storytelling derrière chaque leçon philosophique qu'il enseigne. Ce qui fait que c'est beaucoup plus digeste, c'est beaucoup plus agréable. Alors qu'en cours, on te dit, alors voilà, Socrate, il a dit ça, apprenez-le, vous aurez une bonne note. Non mais c'est vrai. Et un peu comme tu pourrais voir dans les films, les dessins animés, moi je crois beaucoup à l'apprentissage par rapport à ça. J'ai l'impression d'avoir appris tellement de trucs grâce aux films, aux séries, aux dessins animés et tout. C'est Ous qui croit beaucoup aux dessins animés d'ailleurs. C'est vrai. D'ailleurs, son truc Gloops, très marrant, tu vois. Mais oui, moi je suis d'accord. Combien de leçons de vie tu te prends des Pixar? Typiquement, comment ça s'appelle le film là, avec les émotions? Je l'ai pas vu encore, tu m'en as parlé. Mais Vice Versa. Vice Versa. Je sais pas si t'as vu Vice Versa. Vice Versa, le concept, c'est en gros, il y a 5 émotions dans ton cerveau. Alors, si je dis pas de conneries, il y a la joie, la tristesse, le dégoût, la colère et la peur. Et ces trucs-là sont en gros des différentes parties de toi dans ton cerveau, quoi, en gros. Et ce truc-là active tes émotions à différents moments de la journée, crée des souvenirs, ce que tu veux. Et c'est une forme un peu d'ode à l'équilibre, au fait de relativiser, de ne pas se mettre trop de pression. Enfin, c'est une espèce de petit bonbon de santé mentale absolument génial, tu vois, où en gros, ils te font réaliser que c'est des mécanismes de ton cerveau sur plein de sujets, que tu as des piliers dans ta vie, que ces piliers s'écroulent, tu n'es plus la même personne. Enfin, et ils ont vraiment imagé... En fait, ils ont humanisé les émotions, c'est ça? Ils ont humanisé même ce qui se passe dans ton cerveau, au global, tu vois. Et tu devrais vraiment mater ça. Je sais que c'est tes sujets préférés, tu vois. Et c'est de la folie parce que t'es en mode putain, j'ai l'impression d'avoir un meilleur ressenti, peut-être que je me trompe, mais d'avoir un meilleur ressenti de ce qu'est exactement dans ma tête plutôt que si on me l'avait expliqué en cours de bah voilà, t'as ça dans la tête, ça se passe comme ça. Et t'es en mode oui, mais ça veut dire quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Je pense que les enseignants devraient beaucoup plus se creuser la tête pour trouver des solutions et voir comment est-ce que l'information se digérerait mieux. Parce que, tu vois, même aujourd'hui, avec les contenus courts et tout, pour les jeunes, c'est de plus en plus difficile de se concentrer, je pense. Ouais, les profs se plaignent que le niveau scolaire baisse de ouf, mais il y a tellement un gros décalage, en fait, entre l'évolution de la société, des technologies, et de l'autre côté, les méthodes d'enseignement qui sont pratiquées, que forcément, les deux adhèrent plus du tout, quoi. Non, c'est vrai. Et puis tu regardes, l'école, ça a été construit... l'école telle qu'elle est aujourd'hui, c'est quasi la même que celle qu'avaient nos parents. C'est depuis Ferry, quoi. Ouais, et en fait, ça pour le coup, moi je pense que c'est un énorme problème. Tu parlais de travaux de groupe et tout. Quand on compare à l'international, en Norvège, en Suède, aux États-Unis et tout, aux États-Unis, il y a vraiment un truc qui est vraiment à la racine de leur truc, c'est ils pitchent devant la classe tous, tout le temps. Qu'est-ce que t'as fait pendant tes vacances? Qu'est-ce que t'as fait hier soir? Et du coup, les gamins, ils sont habitués à prendre la parole en public, là où en France. Moi je me rappelle, il y avait des gens qui étaient timides, c'est limite si les profs étaient pas en mode va pas au tableau, t'inquiète, ça, tu vois. T'auras une bonne note quand même. Ouais, c'est vraiment en mode genre ok, tu vois. Et ils se planquent, tu vois. Et c'est des gens qui au final, ils arrivent dans le vrai monde et ils se rendent compte que bah oui, c'était pas capable d'aller regarder quelqu'un dans les yeux et de tenir une conversation, c'est très compliqué d'aller survivre en fait, tu vois. C'est clair. C'est clair. Et tu vois, je sais pas. On sous-estime trop, je pense, tous les soft skills, de manière générale. On met beaucoup d'attention, tu vois, sur est-ce que tu as bien appris ta leçon, est-ce que tu as ces connaissances-là ou pas. Mais dans le monde réel, la capacité qu'on a à vendre, à persuader, tout ça, c'est des choses que, tu vois, qui sont presque intangibles et qu'on pratique pas du tout à l'école, alors que ça fait une différence de fou. Moi, je sais que j'ai appris le closing, tu vois, en le faisant, en développant mon business. Et avant ça, j'avais jamais entendu ce mot à l'école ou autre. Donc, mais du coup, c'est comment toi tu fais ta méthodologie d'apprentissage? Parce que même les soft skills, comment tu apprends ces trucs-là, toi? Je pense que déjà, ça commence par avoir le bon état d'esprit, dans le sens où il faut
accepter que notre identité, c'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui peut se remodeler au cours de la vie avec la pratique et les expériences. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que parce qu'ils étaient nuls en maths depuis petit, ils seront nuls en maths toute leur vie. Et en fait, ça te bloque parce que tu as un mécanisme psychologique qui t'empêche de progresser. Donc déjà, c'est d'accepter le fait de démarrer en étant nul et d'être OK avec le fait d'être nul au départ. Et ensuite, c'est mettre en place un plan d'action avec de la pratique régulière, s'y tenir. Et c'est obligé que tu progresses. Tu vois, si tu fais les actions nécessaires avec régularité, c'est obligé que tu aies une courbe de progression. Donc moi, c'est comme ça que j'approche l'apprentissage, on va dire, pratique, soft skills en termes de compétences. En termes de connaissances, c'est un peu différent. Je me suis beaucoup formé sur comment apprendre à apprendre. Parce que c'est un truc, tu vois, à l'école, on nous apprend jamais au final comment partir de zéro d'un domaine et maîtriser le domaine, tu vois, de A à Z. Et il y a 2 concepts qui sont vraiment ultra utiles. C'est active recall, donc le fait d'aller chercher de manière active l'information dans son cerveau et la rappeler plutôt que... Se faire créer des chemins de pensée et tout. Exact. Et la space repetition, c'est-à-dire faire ces rappels de manière régulière pour que, tu vois, ça s'ancre dans la mémoire à long terme. Donc, ouais. Putain, ok, intéressant. Ah, c'est très intéressant. J'avais pas ces trucs-là, effectivement. Moi, j'avais plutôt les... je sais pas si t'avais vu ce TEDx là, en mode genre comment être relativement bon dans un truc en 20 heures. Ah oui. Ça vous parle. Et ouais, en gros, il explique qu'on peut le mec explique qu'on peut devenir relativement bon, c'est-à-dire avoir un niveau pas fou, mais ok, dans n'importe quel domaine en 20 heures, ce qui est très faible, 20 heures. C'est une demi-semaine, tu vois. If you put 20 hours of focused, deliberate practice into that thing, you will be astounded. Et je trouve ça méga intéressant parce que ça te rappelle qu'en gros, tu as quelques fondamentaux dans chaque domaine et si tu les piges vite, en fait, c'est assez facile, tu vois. Et c'est pas le skills de départ est pas dur à avoir. Après, ça va être le fait de devenir méga chaud qui va être, tu vois. C'est comme la règle des 90-90-1. C'est quoi ça ? Fait pendant les 80 prochains 10 jours, les 90 premières minutes de ta journée, un seul et même objectif. Et qu'en fait, à la fin, tu vois que tu peux réussir à accomplir quelque chose que tu n'aurais jamais cru pouvoir le faire si tu fais vraiment ça. Genre quoi ? Genre sport, lecture oui, c'est pas je vais aller dans la Lune dans 90 jours. Merci frérot. Genre, non. Bon. Elon Musk sort de ce corps. Genre, c'est vraiment des trucs genre, je sais pas, je veux courir un marathon, ou plein de trucs comme ça. Et là, je reviens à ton premier point, parce que tu disais un truc hyper intéressant. Tu disais, le problème, c'est que les gens se créent des mécanismes quand il y a quelque chose, qui sont nuls, ils vont rester nuls, ou quand il y a un truc qui est impossible, ton cerveau te dit que c'est impossible, donc bref. Moi, c'est le sport qui m'a beaucoup appris qu'en fait, quelque chose est possible quand tu crois que c'est impossible. Des trucs débiles, mais genre tenir 3 ou 5 minutes en gainage, c'est des trucs c'est des trucs trop con, tu vois. Mais tu dépasses tes limites tellement. Et en fait, le sport, c'est le meilleur exemple que plus tu le fais à répétition et que tu progresses à chaque fois un petit peu plus, alors qu'au début tu peux être méga nul dans un sport, quand tu regardes plusieurs semaines ou plusieurs mois après, l'évolution, tu n'aurais jamais cru pouvoir en arriver là aussi vite et même pouvoir y arriver tout court. C'est clair. Et un truc débile, moi hier j'ai tenu 5 minutes en gainage. J'aurais jamais cru de ma vie tenir 5 minutes en gainage. Et si j'avais pu un coach qui me gueule dessus à côté, peut-être que j'aurais pas fait, mais parce que dans ma tête, j'étais en mode. Il me disait, t'inquiète pas, on va y arriver. J'étais en mode, impossible, 5 minutes en gainage, t'es mignon, mais c'est impossible. Si, j'ai réussi. Et en fait, parce que, à force de répétition, tu commences par 30 secondes, puis 1 minute, puis 1 minute 15, et après, à la fin, tu y arrives. Et en fait, le sport te montre que tu peux débloquer des mécanismes dans lesquels. Le sport te montre que tout est du mental. En fait, c'est que du mental. C'était quoi la stat ? C'était une fois que en muscu, t'es plus expert que moi là-dessus, mais c'était quand ton corps te dit c'est trop, t'es à 40% de ce que tu peux faire, c'est ça ? Ouais, il y a un truc, je sais pas exactement quelle est la stat. On vous mettra on vous fact-checkera le truc, mais et ça pour le coup c'est vrai que tu le ressens, mais il y a de nombre de moments où genre j'étais en mode je peux pas, mon corps ne peut plus. En fait tu peux, tu vois. Ouais, non, si on te dit tu tiens X temps de plus et t'as 1 million d'euros, en fait, tu vas y tenir, tu vois. Ça, t'as coaché des gens en sport à un moment, tu vois. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu voyais comme mécanisme de progression chez les gens ? Alors moi, c'était très axé sur les transformations physiques parce que c'est ce que les gens veulent au final, soit prendre du muscle, soit perdre du poids. Je pense que les grosses difficultés qu'ont les gens, c'est à vraiment adhérer au processus sur une période suffisamment longue pouvoir vraiment voir des résultats. Souvent, on a des attentes qui sont déraisonnables, tu vois, par tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les corps parfaits, on se dit qu'on va pouvoir l'atteindre très rapidement, alors qu'en fait, souvent, ça prend beaucoup plus de temps. Et il y a aussi la notion de sacrifice. On parle d'effort, tu vois, avec le sport, se forcer à faire quelque chose, mais tu as aussi les sacrifices de te forcer à ne pas faire ce que tu faisais avant. Et ça, c'est peut-être le plus dur. En tout cas, ce que j'ai remarqué chez mes clients. Sur la bouffe, par exemple. Tu
tu vois, casser des habitudes, en fait, c'est beaucoup plus dur que en créer des nouvelles. C'est très vrai, surtout chez un adulte. Ouais, non, mais ça, je me rends bien compte, effectivement. Moi, je fume une clope électronique, par exemple, et c'est vrai que genre, tu me demanderais de l'arrêter pour le sport, par exemple, je serais en mode, c'est dur, tu vois. Non, mais t'as complètement raison. Tu peux, si ta conviction de t'améliorer dans le sport est plus importante que ton addiction. Moi, la clope, j'en fume plus. À cause de la boxe. C'est vrai. Je peux plus. Et en fait, j'ai un cardio tellement meilleur avec la boxe que j'ai plus du tout envie de fumer. Non, mais c'est vrai, mais tu regardes, moi, j'ai l'impression mais que t'as vraiment une question d'environnement un peu mental et tout. Je reviens un peu sur la question des écoles ou ce que tu veux, mais ce que tu disais un peu en mode sur c'est la société ou tout ce qui va avec, j'ai quand même l'impression que c'est très 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 difficile d'aller à contrario des bulles dans lesquelles t'es, que ce soit des bulles d'algorithme, des bulles sociales, des bulles même familiales ou autres, tu vois. Et j'ai vraiment l'impression que c'est super difficile en fait d'organiser ça, je mets des guillemets, mais d'organiser sa propre dissidence, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, tu vois, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. T'as été mentionné dans le journal Le Monde pour un truc que t'avais rien fait du tout, tu vois, sur l'OFM, donc OnlyFans Management, tu vois. Et moi, ça m'a vraiment choqué ce truc-là parce que je suis vraiment en mode genre, c'est ultra simple de juste taper ton nom sur Google et voir que tu le fais pas. Genre, c'est vraiment, c'est littéralement le job d'un journaliste. C'est même limite, il est au bout de 2 mois d'école de journalisme, il est déjà capable de faire ça. On est bien placé pour savoir qu'il fasse check plus du tout rien aujourd'hui. Mais du coup, c'est ça mon sujet. Pourquoi ? Est-ce que c'est pour nuire Antoine ? Je pense pas. Je pense qu'il a rien contre toi particulièrement, ce que tu veux, tu vois. Non, c'est pour ça. C'est pour l'intérêt personnel. Il est dans une bulle. C'est ça mon sujet. Il est dans une bulle où il se dit formation en ligne, OFM ou même dropshipping, c'est la même chose. Le même panier. Ouais. Alors que parce qu'ils sont déconnectés aujourd'hui, les journalistes, je pense. Ouais, mais tu vois, moi je le vois, je suis sur M6 en tant que chroniqueur. Je t'ai vu. L'autre jour, je regardais la télé, j'étais là. C'est vrai ? Ça fait plaisir. Énorme ! L'émission marche bien, elle est en train de bien décoller et tout. Je suis très content. Et j'ai une des personnes avec qui je m'entends le mieux là-bas, qui est même un peu mon bro de là-bas, qui s'appelle Baptiste Desmontiers, qui est journaliste, ancien de quotidien, tout ce que tu veux. Et qui peut de l'extérieur avoir un peu typiquement le cliché du journaliste, on va dire entre guillemets, du système, un peu ce que tu disais, le côté en mode genre ils sont tellement dans leur bulle et tout. Il a une rigueur journalistique de ouf, tu vois. Et il a d'ailleurs fait un sujet sur l'OFM. Il n'a pas du tout criminalisé. Et c'est un mec qui s'appelle Manoa qui était dans l'émission. Oui, je vois qui c'est, ouais. Et il n'a pas du tout criminalisé. Il n'était pas en mode genre c'est un énorme enfoiré. Il a fait son job. Il a fait son job, tu vois. Et je me dis en fait qu'est-ce qui. Et en fait, il a été entrepreneur du coup, le Baptiste. Donc peut-être ça. Mais effectivement, tu as vraiment un prisme sur les choses. Je pense qu'il est hyper important en fait. Vraiment, tu parlais de mentalité où tu restes bloqué un peu, mais je pense qu'il y a aussi une question d'environnement et comment tu challenges ou pas ton environnement, tu vois. Clairement. Moi, ça m'a vraiment fait prendre conscience que on a tendance, tu vois, en regardant les médias à longueur de journée, à les mettre sur un piédestal au final et à se dire qu'ils ont compris des choses qu'on n'a pas compris et qui nous délivrent vraiment l'information telle qu'elle. Et avec cet événement qui m'est arrivé, je me suis rendu compte qu'en fait, les journalistes... il y en a qui font mal leur travail, comme dans toutes les professions, et du coup, il faut faire attention et avoir un esprit critique sur toutes les informations qu'on consomme et rien prendre pour acquis. C'est ouf la perte de confiance que ça crée en mode tac, douche froide, tu vois. Beaucoup de gens ont plus confiance dans les médias aujourd'hui. Ouais, mais... En plus. Ouais. Vous pensez que c'est dû à quoi ? C'est la politisation des médias, c'est pas français ce que je dis. Si. Tellement parti. Aujourd'hui, ouais. C'est soit des médias hyper à droite, soit des médias hyper à gauche. T'as quasiment plus aucun média sincèrement neutre. C'est le problème, parce que du coup, en fait, c'est comme les réseaux sociaux. En fait, ils ont créé le problème des réseaux sociaux, c'est que du coup, tu mets les gens dans des propres bulles algorithmiques. Sauf que c'est pas dans les médias, c'est pas dans tous les réseaux, c'est dans la télé. Tu vois toujours les mêmes journalistes ou les mêmes invités qui critiquent les mêmes sujets. CNews, ça met quand même toujours très en avant les problèmes de sécurité et d'immigration, que ce soit vrai ou faux. Ça reste quand même le sujet principal. Et quand tu regardes beaucoup CNews, au bout d'un moment, t'as l'impression que dès que tu sors dans la rue, tu vas te faire agresser. Et à l'inverse, t'as beaucoup de médias très à gauche, t'as toujours l'impression que en fait, l'extrême droite, c'est comme Hitler à l'époque, que c'est un énorme danger, qu'il n'y a aucun problème d'immigration. Et en fait, si tu regardes que l'un et pas l'autre, parce que t'as pas un bon esprit critique ou t'es juste pas là. Ce que tu disais, t'es dans ta bulle. Non, mais et en fait, du coup, t'es dans ta bulle. Et donc, c'est comme les réseaux sociaux, où tu regardes des contenus, t'es dans ta bulle. Donc, en fait, t'as l'impression que c'est ta propre réalité, et ainsi de suite. Et donc, ça crée un gros danger. Tu viens timbré, en fait. Tu viens timbré. Clairement. Et j'ai l'impression que la société est en train d'évoluer et que de plus en plus, il y a des domaines qui sont en train de se décentraliser. Tu vois, les médias, il y a quelques années, il n'y avait pas encore... tu vois, le fait qu'on pouvait faire des podcasts comme ça, c'est incroyable. J'ai l'impression que les médias, petit à petit, se décentralisent avec YouTube, les réseaux sociaux. Tu vois, YouTube qui a dépassé la télé récemment. Ouais. Je sais pas si t'as vu cette news-là. Je l'ai dit dans Sans Permission. Mais je pensais que ça faisait plus de temps. Honnêtement, j'étais surpris de voir que c'est tout récent. Non, mais tout YouTube France dépasse toute la télé.
Okay. C'est quand même toute la télé. Tu sais, toute la télé, c'est quand même un gros game. Parce ce qu'il faut vraiment comprendre, et en fait, ça, les gens ont toujours du mal à l'appréhender, c'est qu'en fait, la majorité des gens, il y a un pivot entre 35 et 40 ans. C'est en gros les gens qui avaient plus ou moins de 18 ans quand les YouTube, les réseaux sociaux et tout ont commencé à arriver. Ceux qui avaient plus de 18 n'ont pas forcément pris le train, ceux qui avaient moins de 18 ont pris le train. En gros, c'est schématique, mais c'est ça l'idée, tu vois. Et ce truc-là, cet âge pivot-là, fait que tous les gens qui sont au-dessus, tous ceux qui n'ont jamais remis en cause leur manière de consommer, l'information par exemple, bah, ils n'ont pas de raison de changer, tu vois. L'âge moyen des téléspectateurs sur France 2, c'est 62 ans. Ah oui, je savais pas. CNews est devant BFM en termes d'audience. Mais si t'enlèves les 77 et plus, c'est BFM devant. Enfin, tu vois le genre d'âge dont on est en train de parler, c'est un délire. C'est ouf. Et vous avez un média. C'est quoi votre objectif avec ce média que vous développez? C'est une bonne question. Nous, notre but, et c'est un peu pour rebondir sur ce que disait Céline tout à l'heure, notre but, c'est que les gens ils arrêtent d'être matrixés par un semblant de réalité parce qu'ils ont juste qu'un seul bout de l'histoire. Nous, on est convaincus que, en gros, ni CNews, ni les médias d'extrême gauche disent fondamentalement n'importe quoi ou fondamentalement la vérité. On pense que la vérité, elle est déjà très difficile à établir comme vérité. Tu vois. Il y a des faits et il y a après l'interprétation des faits, mais la vérité, c'est compliqué. Et c'est surtout que les gens, ils arrêtent de se détester pour des idées, quoi. Ça, c'est quand même de la folie furieuse, tu vois. C'est ça qui fait que les extrêmes tu vois bien, même dans cette émission, genre, vous n'êtes pas d'accord sur plein de trucs. Globalement, enfin, vous adorez discuter, débattre entre vous, enfin, tu vois. Et nous, on aimerait créer ça, mais à l'échelle de gens qui, en plus, viennent même pas du tout du même univers, tu vois. Et qui ont un impact sur la société. En termes de bulles dans lesquelles ils sont, quoi, en termes de leaders d'opinion. Donc, vraiment retirer le pris parti que peuvent avoir les médias traditionnels et délivrer l'information de manière brute. Sur des sujets de fond. Sur des sujets importants, Et en fait, essayer d'avoir le maximum d'opinions différentes sur toutes les informations qu'on délivre, en fait, tu vois. Du coup, typiquement, je prends un exemple tout bête, mais quelqu'un qui veut absolument augmenter les impôts et tout, nous, on n'a pas envie de le mettre face à un politique qui veut baisser les impôts, on veut le mettre face à un entrepreneur qui subit les impôts. Et c'est aussi ça qu'on a envie de changer. C'est un peu fatigant d'avoir toujours, en gros, des débats entre deux personnes qui, de toute façon, aucun des deux n'est vraiment sur le terrain, tu vois. Enfin, et c'est ça que nous, on aime bien. On aime bien avoir quelqu'un qui a du mal à boucler les fins de mois et demande que les riches payent plus, et un riche qui, lui, doit payer plus et t'explique pourquoi c'est pas juste qu'il paye plus, tu vois. Et ça, on pense que c'est des vrais débats de fond, tu vois. Et justement, par rapport à ça, c'est quoi votre opinion sur les élections américaines et le nouveau gouvernement qui est en train de se constituer? Si vous voulez pas vous positionner dessus. Si. Nous, on est ravis sur le fait que Trump ait été élu, sur l'aspect surtout qu'on a l'impression que ça a libéré la parole, dans le sens où les gens aujourd'hui assument plus facilement ce qu'ils pensent, dans un sens comme dans un autre, mais j'ai l'impression que ça a réveillé. Y compris à gauche. J'ai l'impression que ça a réveillé en fait le fait de tu peux avoir des idées radicales, qu'importe tes idées, et en fait être élu et que ce soit pas un problème de pouvoir les partager. Parce qu'aujourd'hui, tu as vachement ce truc dans les dîners un peu avec tes amis ou autres, de toujours avoir l'impression que tu ne dois parler que des sujets bien pensants. Et que si tu n'es pas d'accord, en fait, beaucoup de gens seraient d'accord avec toi, mais ne l'affirmeraient pas. Et donc, en fait, tu te retrouverais à soit plus jamais être réinvité, soit être méga hypocrite pendant les dîners. Et donc, en fait, il y a un problème là-dessus. Et là, j'ai l'impression que comme Trump a été élu, beaucoup de gens peuvent enfin dire un peu plus ce qu'ils pensent sans avoir peur d'être exclus, en fait. Et c'est un peu le truc de, quand tu reviens à la préhistoire, quand tu étais exclu du groupe, tu mourais. Et en fait, t'as un peu ce truc, je pense, inconscient de, là, si tu dis quelque chose où tu es exclu d'un groupe social, tu vas pas mourir, mais en fait ces gens ils veulent surtout pas vivre ça en fait. Et donc moi je trouve ça bien pour ces aspects-là. Après pour l'écologie, c'est sûr que c'est pas forcément une très bonne chose pour nous en tant que Français en termes de business, c'est pas une bonne chose non plus. Et pour plein de sujets liés aux femmes, c'est pas forcément la meilleure chose non plus. Mais sur cet aspect-là de liberté d'expression, nous on est ravis. Enfin après je te laisserai dire ton avis, mais nous on est ravis là-dessus. Ouais, moi je pense que c'est effectivement sujet écologie, Europe et femmes, c'est quand même. C'est dur. C'est quand même dur, faut le dire. Mais si t'enlèves ça, qui sont des sujets majeurs, mais si t'enlèves ces sujets-là, je pense que c'est peut-être l'élection la plus importante du siècle, en vrai. Tout pays confondu, c'est complètement fou ce qui s'est passé, parce que, et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est un peu la victoire, en fait, je mets des grosses guillemets, mais de la dissidence du mainstream, tu vois. Ce qui est d'ailleurs ouf, parce qu'en fait, il y en a plein qui sont quand même complètement mainstream. Enfin, Elon Musk, il peut pas ne pas être mainstream, Trump il peut pas ne pas être mainstream, enfin ils sont littéralement mainstream. Il y en a un, c'est l'homme le plus riche du monde, l'autre il a été en télé-réalité pendant 15 ans étant des milliardaires de... Enfin c'est pas la dissidence ces gars-là quoi, c'est trop bizarre ce truc-là. Et en fait c'est la dissidence. Je pense que c'est les idées qui sont un peu à contre-courant qui font que malgré le fait qu'ils aient été mainstream, ils aient réussi à construire un
un parti qui a gagné les élections. Toi, t'en penses quoi? C'est quoi ton regard sur le truc? Moi, ce qui m'excite pas mal, c'est que on est en train d'avoir un système avec des entrepreneurs qui vont gérer un pays comme ils gèrent un business. C'est ça que je suis curieux de voir. Tu vois, et souvent, je pense qu'on s'est tous posé la question, si on mettait l'homme le plus riche du monde ou les hommes les plus riches du monde à la tête d'un gouvernement, qu'est-ce que ça donnerait? Si on mettrait Bernard Arnault en France, qu'est-ce que ça donnerait? Et je pense pas que ça pourrait arriver en France, malheureusement, mais... Ouais, ce serait vraiment très stylé. Et là, tu vois, ce qu'ils essaient de mettre en place avec le DOGE, c'est Department of Government Efficiency. Ils essaient, tu vois, de détruire toute la bureaucratie, le deep state, énorme, ça. pour vraiment fluidifier les process et retirer le gouvernement de la vie des gens. J'espère, souvent on dit, tu vois, que ça va marcher, ouais, j'espère que ça va marcher, que les gens vont prendre conscience que ça fonctionne et que ce sera un modèle qui se répliquera en France, tu vois, à l'avenir. Parce qu'en général, on a toujours 2-3 ans de retard sur les US. Ah, j'aurais plutôt dit 10 ans, moi, mais oui, Ouais. on est d'accord, toi, tu veux dire ça. Mais tu vois, par exemple, toi qui habites à Dubaï, moi, j'adore Dubaï dans le sens où tu as l'impression, donc ça, évidemment, ça n'a rien à voir en termes d'histoire, de culture avec la France, donc ça n'a rien à voir, donc c'est incomparable, mais Dubaï, on a l'impression que c'est un entrepreneur qui gère Dubaï. Ouais. On a l'impression que c'est géré par un entrepreneur. Je pense que c'est vraiment l'état C'est con, d'esprit. mais en France, c'est vrai. en France, rien que notre manière d'être français avec un énorme ego en étant hyper têtu, rien que sur ça, ça te fait prendre un nombre de décisions débiles qu'il y a eu depuis des centaines d'années. Putain, mais c'est lunaire, quoi. Tu recommencerais tout aujourd'hui en enlevant l'ego des gens et leur côté têtu. Ça met tellement de décisions, ça fait différent. Je voulais un exemple de ça. Je prends juste un exemple, c'est une petite anecdote, mais Sarkozy, quand il est élu en 2007, il veut sauver des infirmières bulgares en Libye. Et du coup, il fait payer, premier degré, il fait payer à l'Europe 500 millions pour libérer ces infirmières bulgares. Et comme l'Europe ne peut pas prendre des décisions financières aussi rapides que ça, il demande au Qatar de payer cet argent en avance que l'Europe leur devra. Et c'est ça le point de départ du Qatar en France, c'est ça. C'est ouf. Et c'est là que tu te rends compte, effectivement, quand tu dis têtu, quel est le rationnel d'une décision comme ça? Alors je dis pas qu'il faut pas sauver ces femmes-là, hein, mais quel est le rationnel de ce truc-là, tu vois? Non, il faut faire un coup parce qu'il vient d'être élu président. Enfin, et ça, je suis d'accord avec ce que tu dis sur le côté entrepreneur. Moi, je suis assez curieux parce que moi, ce qui me rend le plus zinzin en France, parce que moi, pour le coup, je suis pas très conservateur sur un paquet de trucs. C'est-à-dire qu'il y a un paquet de trucs que je trouve que les conservateurs sont relativement débiles même, et anti-modernes et anti-sens des choses pertinentes. Enfin, c'est mon avis personnel. En revanche, le nombre de trucs complètement débiles qu'on fait toute la journée, juste parce qu'on n'est pas capable d'aller mettre de la contradiction, de mettre ça tester aux idées, de tester à petite échelle pour après, des méthodologies d'entrepreneurs, tu vois. Il y a un gars qui est un peu controversé, mais que moi je regarde pas mal, qui s'appelle Idriss Aberkan, et qui parle beaucoup en fait de comment tu mets des idées plutôt de l'État à l'épreuve de la réalité, tu vois. Il a notamment fait tout un truc sur la Seine, comment on pourrait rendre la Seine baignable et tout ce que tu veux, versus ce qui s'est passé à Paris. Bah, c'est super intéressant parce que tu réfléchis complètement différemment. Tu réfléchis en technologie, tu réfléchis en ingénierie, tu vois. Et c'est là où on reboucle même avec le sujet sur l'éducation. T'es pas enfermé dans un truc de il faut qu'on puisse se baigner dans l'eau pour les JO. Non, comment structurellement tu crées un système qui permet à la scène de se poser jamais ce genre de questions. C'est pour ça que ça rend fou. C'est pour ça que je comprends ce que tu dis sur Dubaï. Moi, je bougerai jamais de la France, mais c'est frustrant, tu vois. Ouais. Tu ressens toi la diff entre la France et Dubaï? Ouais. Alors moi, je le ressens surtout dans les personnes que je côtoie, tu vois, au quotidien, de manière générale. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont expatriés. Donc forcément, tu as cette dynamique de personnes qui essaient de créer de la valeur, qui essaient de lancer des projets, de faire des choses qu'il n'y a pas forcément en France. J'ai l'impression que l'entrepreneuriat en France peut être mal vu. L'échec est mal vu. Alors que là-bas, tu vois, les gens, si tu plantes un truc, ils s'en foutent. Après, tu as le truc aussi d'être dans un melting pot avec des gens qui viennent de cultures du monde entier. Donc ça t'ouvre vachement l'esprit. Tu parles avec des gens du monde entier. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est la désacralisation du succès et de l'argent de manière plus générale. Parce que, alors ça, ça fait beaucoup parler. Ça laisse personne indifférent. Mais le luxe est abondant à Dubaï. Ça, c'est indéniable. Ok. Et soit tu le vois comme j'aime pas le luxe, je trouve ça trop ostentatoire, ça me met mal à l'aise, et soit tu t'en nourris et tu te dis, en fait, si toutes ces personnes-là arrivent à gagner autant d'argent, c'est que c'est possible, et c'est pas si dur que ça. Donc moi, c'est une ville qui m'a beaucoup apporté, qui m'inspire encore, dans laquelle je me sens bien. T'as énormément de services. Alors c'est vrai que tout n'est pas parfait, mais je pense qu'ils ont conscience aussi des chantiers qu'ils doivent mener sur l'écologie,
tu vois, le climat, toutes ces choses-là, ils en ont conscience et ils sont en train de mettre en place des actions pour changer les choses. Mais je trouve un peu dommage, tu vois, le côté qu'ont les Français à être très chauvins et à beaucoup critiquer ce qui se fait ailleurs, alors qu'il y aurait beaucoup de choses à prendre. Mais en termes de culture, toi, le fait que tu vois, il y a 0 église, il y a 0 monument français, enfin toi, tu as quand même vécu en France avant. Ouais. Ça c'est un truc qui... Bah, alors, pour le coup, il y a des églises. Moi, je vais à la messe. T'es croyant, non? Ah oui, Ouais. mais je suis conne. Oui, notre mère avait été à la messe à Dubaï Ouais. une fois. Ouais. Oui, non, mais je suis conne. C'est vrai qu'il y a des églises. Il y a 2 églises. Alors, il y a Très beaucoup zappé. moins. Non, mais tu as raison Oui, il y en a sur le beaucoup fait moins, ouais. qu'il y a beaucoup moins d'églises que de mosquées. La règle à Dubaï. Logique, hein. Oui, Oui, voilà. bah c'est oui, l'inverse en France. culture, ouais, C'est C'est un l'inverse pays- en France. Hein. C'est un pays musulman, Ouais. donc c'est leur culture. Et la règle à Dubaï et aux Émirats, je sais pas comment c'est dans les autres pays, mais c'est qu'il doit y avoir une mosquée toutes les 15 minutes à pied pour que le fidèle ait à faire maximum 15 minutes avant de trouver une mosquée. En l'occurrence, il y a 2 églises, donc forcément, il y a beaucoup moins, tu vois, de facilité pour y accéder, etc. Mais c'est quand même possible de pratiquer sa religion là-bas. C'est différent. Tu vois, les églises, il y a des grands écrans, c'est ultra moderne, ultra high-tech, donc tu sens moins, tu vois, spirituel, voilà, ouais. spirituel, tu te ressentes moins sur toi-même. Mais je trouve que ça reste quand même acceptable et j'arrive à gérer le truc. Ouais, je vois. Vous pourriez envisager de déménager et de vivre là-bas ou pas? Moi, je pourrais, ouais. Pas forcément aujourd'hui. Moi, en fait, ce que j'aimerais beaucoup, c'est vivre entre les deux. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime vivre dans un seul et même endroit. Bon, sauf le jour où j'aurai des enfants, mais bon, ça, j'ai encore un peu de temps. Mais aujourd'hui, moi, les meilleurs moments de ma vie en termes de ville, c'est quand j'habitais entre Londres et Paris. J'adore Londres. Pour moi, c'est la meilleure une bête ville, de ville, en Londres. termes de mélange de tout ce que tu aimes avoir dans une ville. C'est une ville qui coûte très cher. Il faut très bien gagner sa vie. Ouais. Même Dubaï, hein. Dubaï, tout le monde a une image Dubaï, de ouais. ça va et tout. Non, Dubaï, ça coûte cher. Hein. Ouais, Dubaï, ça coûte cher. Sûrement. Enfin, Ça dépend sur quoi. Sur l'immobilier, c'est beaucoup moins cher qu'à Paris, Ok. au mètre carré. je pensais que c'était plus cher. Ouais, non, c'est beaucoup moins cher. C'est souvent parce qu'en fait, ils construisent tellement. Ouais, c'est quoi, c'est 10 000 du mètre, Dubaï? Je sais pas exactement Ça dépend le des quartiers, chiffre, je pense. mais c'est moins cher qu'à Paris, sûr à 100%. En fait, pourquoi c'est moins cher? Parce que ils ont tellement d'espace pour construire. L'offre augmente très vite. Voilà, tu vois. exactement. L'offre augmente très vite, donc ça permet de contrebalancer, même s'il y a beaucoup de gens qui arrivent. C'était quoi la question? Où est-ce qu'on aimerait vivre, c'est ça? Ouais. Ouais. Et non, est-ce qu'on pourrait bouger de Paris, de France? Ouais. Est-ce qu'on pourrait bouger? Et puis Dubaï, tu vois, c'est une ville. Moi, je serais très curieuse de. On y est déjà allé, mais en coup de vent avec Val, il y a 2 ans. Mais Ouais. c'est une ville. Moi, ça me ferait marrer d'y aller, genre une semaine par mois, 10 jours par mois. Mais je pense que Paris, j'aimerais bien quand même avoir toujours un pied un peu à Paris, en fait. Qu'est-ce que vous aimez à Paris? C'est dur à dire. Moi, il y a un truc que j'adore. grandi avec ici Ouais, alors, on est né parisiens. élevé ici, ouais. Donc je pense qu'il y a de ça, forcément. Mais après, Val n'a jamais vécu ailleurs que Paris. Ouais. Lui, vraiment, c'est. j'ai vraiment jamais vécu ailleurs que Paris. Et en fait, je sais pas comment dire ça. Je vois très bien tous les horizons, parce que j'ai quand même voyagé dans beaucoup d'endroits différents. C'est juste que, je sais pas comment dire ça, c'est le jeu le plus fun à jouer, entre guillemets. C'est-à-dire que, partant du principe que tu vas aller donner toute ton énergie et toute ta force à un projet, que ce soit personnel ou professionnel, enfin tu vois, à un truc, où est-ce que tu as envie de le jouer, ce truc-là? Et bah Paris, en fait, c'est un peu celui qui réunit tous les trucs que je souhaiterais, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai envie d'avoir une ville qui est à taille humaine, mais qui soit une capitale mondiale. Déjà, ça fait il y a très peu de villes qui sont dans ce cas-là, tu vois. Genre Londres c'est vraiment bien, mais Londres, c'est peut-être presque un chouïa grand. Non, parce Et que tu Londres, vois, tu vas que dans le même quartier. Londres, Paris, Miami un peu, tu vois. Et puis après, moi j'adore les Français, tu vois. Irrémédiablement. Moi je trouve qu'il y a tellement de trucs qui vont pas dans ce pays, dans tout ce que tu veux, mais j'aime la France, j'aime les Français, j'aime ce qu'on est, j'aime notre culture, histoire, j'aime ce qui est produit. Je trouve que, en fait, je m'y retrouve. Je regarde ça, c'est presque culturel, tu vois. Je me retrouve dans la culture française on passe des heures à table, on n'est jamais d'accord sur rien. Enfin, je sais pas, je baigne dans cet ADN et j'aime bien. Et il y a un truc aussi, c'est moins difficile, je trouve, de lancer ses projets à Paris qu'ailleurs. Enfin, qu'en France, enfin, qu'à Paris en tout cas, mais je trouve. Tu trouves pas que le gouvernement est plus sur notre dos en France que... Ah, c'est sûr. Mais ça, c'est quand tu commences à avoir vraiment du succès déjà, tu vois. Ok. Quand tu commences à gagner déjà des sommes que le commun des Français ne gagne pas, en fait, tu vois. Avant,
Au contraire, t'es beaucoup aidé, il y a beaucoup de suivi, c'est facile d'avoir accès aux gens, il y a des événements partout, l'État met des milliards pour que les gens montent des boîtes. Enfin, il y a des gens qui disent que c'est un paradis pour l'entrepreneuriat. Je sais pas si c'est vrai, en tout cas, c'est un paradis pour débuter. Se lancer. Ouais, ça, moi, j'en suis convaincu. Même, tu vois, Sixtine est ambassadrice de l'événement annuel de BPI chaque année, tu vois. Ils investissent pour que quelqu'un comme Sixtine dise allez-y. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ils y mettent du leur, quoi, tu vois. Ils se donnent du mal pour que le pays tourne. Ce que je trouve juste dommage en revanche, c'est qu'une fois que tu commences à devenir un peu gros, un peu fort, là, effectivement, que ce soit fiscalement, administrativement, même en termes de réputation. Fiscalement et administrativement, c'est ça qui fait que. Ouais, mais c'est plus la perception des gens, moi, qui me gêne le plus. C'est le fait que j'ai l'impression que dès que tu arrives à une certaine taille, il faut trouver quelque chose à critiquer. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve pesant. C'est con, mais sur YouTube, tu as des vidéos pour critiquer Hugo Décrypte. Alors, on peut bien aimer ou pas aimer son travail. C'est difficile de critiquer Hugo Décrypte. Le gars, il te délivre un travail d'information objectif le mieux qu'il peut. Tu vois ce que je veux dire ? C'est difficile de le critiquer. Tu peux ne pas regarder, c'est pas ton truc, mais critiquer le gars, je trouve c'est spécial comme truc. Tu vois. Et on fait ça pour Squeezie, et on fait ça pour Cyprien. Et ça, c'est les youtubeurs, mais tu fais ça pour tous les entrepreneurs et tout. Et c'est vraiment, je pense que ce qui fait le plus de mal aux gens qui se battent en France, c'est le fait de pas avoir cette espèce de reconnaissance des gens, de juste bravo, c'est cool, t'as apporté plus de positif que de négatif. Alors que quand t'écoutes certaines personnes, t'as l'impression que ça apporté plus de négatif que de positif, tu vois. C'est très français. Ouais, c'est très français de critiquer. Moi, tu ressens à l'inverse un mindset inverse à Dubaï ? Un mindset où les gens se critiquent pas forcément. Ouais. Tout le monde s'en fout en fait de la vie des autres. Ouais, je pense que les gens s'en foutent pas mal. Ils ont leur projet, tu vois, ils ont leur ambition et ils vont pas forcément prendre le temps de regarder ce que font les autres et de critiquer. Ils vont vraiment se concentrer sur eux, leurs projets principaux. Moi, ce que je trouve assez dommage en France, c'est que j'ai l'impression qu'on incentive les gens pas sur les bonnes choses. C'est-à-dire que techniquement, au plus tu gagnes d'argent, au plus tu crées de valeur pour la société. Et donc, au plus on devrait te mettre dans un fauteuil et confortable pour tu vois, continuer de faire grossir ton entreprise et créer de l'emploi, etc. Et à contrario, j'ai l'impression que les gens qui n'apportent pas de valeur à la société, eux sont vachement incentivés à ne pas en apporter, tu vois. Et moi, je pense que ce serait pas mal d'essayer d'incentiver les gens qui réussissent à réussir encore plus en leur facilitant la vie, et les gens qui ne font pas grand-chose, à leur rendre la vie encore plus difficile et à se forcer à essayer de se creuser les méninges pour apporter de la valeur, tu vois. Mais je me fais l'avocat du diable, mais je sais ce qu'aurait dit mon associé Antonin, tu vois. Mais quand t'es une premier degré, hein, mais quand t'es une femme, ton mari s'est barré, t'as 2 enfants à gérer et t'avais pas forcément beaucoup de compétences de départ et t'es obligé de faire un job alimentaire, c'est chaud en vrai. C'est chaud, mais... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais on sous-estime la capacité de l'être humain à s'adapter à des situations qui sont difficiles. En Occident, on est tellement dans un confort depuis des décennies qu'on n'a pas du tout conscience de la situation dans laquelle vivent des familles dans le reste du monde. Et tu vois, la femme qui est seule avec ses 2 enfants, si tu la mets dans un pays beaucoup plus pauvre, elle a une vie hors du commun. Donc c'est juste une question, je pense, de prise de recul. Et c'est parce qu'en fait, on se pose plus la question parce que ça paraît évident que ce soit acquis. D'avoir un toit aujourd'hui sur la tête, de pouvoir avoir de l'électricité, de l'eau chaude. Ça paraît en fait acquis parce que tu as toujours vécu comme ça, même quand tu vis dans une situation très précaire. Tu as des pays, moi pour avoir été au Bénin et dans plein de pays, même à Bali, etc., tu as des gens qui vivent dans des cabanes en bois. Là, qui vivent vraiment dans des cabanes. Enfin, au Bénin, c'était des maisons faites à la main. Vraiment, tu vois la poterie, quand tu fais un truc de poterie, ta maison elle est faite comme ça. Les gens ils ont même pas de vêtements, genre les gosses ils se trimballent à poil dans un village. T'es en 2020, à l'époque on était en 2018, je sais plus quand j'y avais été. Tu rentres à Paris et à l'époque quand on était rentré en Suisse, t'es en le décalage quoi. Genre vraiment d'un continent à l'autre, t'en as un, tu reviens mais 300 ans en arrière quoi. Tu vois, c'est un délire en fait. Non, mais je comprends, mais je suis d'accord avec ce que tu dis sur les incitations et je suis assez d'accord sur le fait que à partir du moment où tu crées des incitations, de toute façon, les gens, un peu comme des espèces de cours d'eau, tu fais dévier un cours d'eau, le cours d'eau il se dévie, de toute façon, il est obligé, il n'a pas le choix, parce que sinon il rencontre un obstacle, tu vois. Ça, je comprends complètement et je suis assez aligné. C'est juste que, en partant du principe que tu es en mode les citoyens naissent libres et égaux, enfin, ce genre de truc, tu rentres dans un truc où une personne est une voix. La majorité des gens sont en situation difficile, surtout en ce moment en France, donc ils valent une voix. Et donc politiquement, c'est un bon pari que de défendre ces gens-là. Et c'est d'ailleurs, c'est même assez moral et c'est quelqu'un de base, t'es plutôt quelqu'un de bien. Tu défends des gens qui sont dans la précarité.
À part t'applaudir, je vois pas ce qu'on a à faire. C'est juste que c'est devenu derrière une forme de marketing électoral qui permet de faire tourner des partis politiques ou autres. Et du coup, on va maintenir les gens dans le fait que l'État leur doit d'eux. Tu vois. Et ce qui est compliqué, parce que d'un côté, c'est vrai, l'État doit aux Français ce que les Français ont envoyé à l'État. Parce que à partir du moment où l'argent de Bernard Arnault, pour prendre cet exemple-là, part dans les impôts, bah, ça devient l'argent de tous les Français. Donc ça, à la limite, une fois que c'est les impôts... Mais de fait, jusqu'au moment où en fait, les Bernard Arnault, ils sont fatigués de créer des trucs où ils veulent se casser pour les créer, quoi, tu vois. Ils sont quand même critiqués. Tu vois, je trouve ça intéressant que des gars... Alors qu'ils emploient des milliers de gens. Enfin, t'imagines le délire, quand même. Si tu critiques la main tendue, quoi. Puis surtout, je trouve ça intéressant qu'il y ait autant de Français à Dubaï, parce qu'il y a quand même vraiment plein de gens qui, en fait, potentiellement seraient restés en France s'il n'y avait pas des questions d'impôts fiscales et tout, tu vois. Ouais. Oui, parce que en vrai, beaucoup de gens disent oui, je pars pour la sécurité, etc. Mais en fait, quand tu discutes avec eux en secret, c'est beaucoup plus sur la fiscalité. Enfin, en fait, c'est une excuse que les gens n'osent pas affirmer devant d'autres gens. C'est quand même lunaire. Hein. Tous tes top talents, tu faisais tout pour les pousser vers la sortie. Non, je suis d'accord. Je pense que même derrière la fiscalité, en fait, ce que recherchent les gens, c'est aussi la sécurité. Parce que moi, si je prends mon exemple très concret, j'ai lancé mon business. Au bout de 6 mois, ça commençait à bien fonctionner. Je voyais l'argent qui rentrait et qui repartait aussitôt dans les impôts, dans l'URSSAF, etc. Et je me suis dit, OK, j'ai envie de me sécuriser, j'ai envie de sécuriser ma famille. Il faut que j'arrive à épargner de l'argent. Comment est-ce que je peux épargner de l'argent? C'est quoi toutes les options que j'ai pour épargner de l'argent? La fiscalité, ça faisait partie d'une de ces options. Et du coup, j'ai pris la décision d'aller là-bas, justement pour pouvoir épargner, investir, sécuriser mon avenir. Et ça, je pense que n'importe qui se retrouve dans la même situation, ça a du sens, tu vois, de prendre cette décision-là. Et aujourd'hui, la vérité, c'est que j'ai économisé beaucoup d'argent en prenant cette décision et j'ai réussi à me sécuriser. Tu peux opérer de Dubaï en France parfaitement, légalement, fiscalement et tout? C'est-à-dire opérer? En fait, j'imagine la majorité des clients sont en France, oui. non? Ouais. Sans problème, nous on peut avoir des clients étrangers sans problème. C'est la même chose. Sur exemple, je demandais. Tu payes du coup pas d'impôt à Dubaï? Non. Tu payes pas d'impôt. Alors là, maintenant, ils ont mis une taxe sur les sociétés, sur les bénéfices à 9%. Ça reste quand même moins cher qu'en France. Pauvre loulou. Ouais. Putain, c'est vrai que ça a évadé. Mais même ça, honnêtement, ils l'ont arrangé parce qu'en fait, tu peux faire rentrer ton salaire en charge et t'as pas de limite de salaire. Donc tu peux te verser le salaire à hauteur de tes bénéfices. Comme t'as pas d'impôt sur ton salaire. Comme t'as pas d'impôt sur ton salaire, tu payes 0 au final. Donc c'était très média. Regardez, il y a des impôts à Dubaï, on est des bonnes personnes. Mais en vérité, il n'y a pas d'impôt. Si, j'imagine qu'il y a impôt. Il met des impôts, mais tu sais. Alors, c'est des impôts, mais si vous voulez pas les payer, voici comment. Voilà. Mais c'est lunaire. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ouf. Mais tu vois, un peu, et t'as dit un truc tout à l'heure, et je voulais rebondir là-dessus, peut-être on finira là-dessus, tu vois, pour reboucler avec l'éducation, tu vois. Tu disais, en fait, tu pousses un peu tes talents à partir. Moi, ça m'a beaucoup marqué, parce qu'il y a une amie de ma mère qui est une ancienne prof de Sciences Po qui est brillante. Okay. Vraiment, vraiment brillante. Et elle gérait une espèce, je sais plus comment ça s'appelle le nom, mais on va dire une espèce de pôle dans les cours à Sciences Po et tout, tu vois. Et en gros, tout ce truc, c'était elle essayait d'investir pour que le pôle il se développe, pour que ça soit solide, pour que ça soit fort, enfin, pour essayer de faire en sorte qu'elle puisse construire des trucs en fait là-bas, tu vois. Et en fait, ils n'ont pas pu investir pour des raisons de budget ou autre, je sais pas du tout, mais ils n'ont pas pu investir. Elle a eu une proposition d'une très très grande université américaine, et en salaire et en opportunité qu'elle aurait de développement là-bas. Elle est partie. En fait, tu perds tout tes top talents. Elle voulait pas partir. Ouais. C'est vraiment, il fallait la foutre dans l'avion, quoi. Ouais. Parce qu'elle adorait, elle vivait dans le 5e arrondissement et elle était à Sciences Po, donc elle adorait ce petit coin de Paris. Enfin, elle était très heureuse en fait. Et aujourd'hui, elle est aux États-Unis et elle est plus contente aux États-Unis. Et en fait, ça, tu te dis, mais. En fait, comment faire évoluer un pays comme le nôtre qui a tout pour évoluer si tu pousses les gens qui réussissent à partir? Ouais, ça va être compliqué. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour inverser la tendance et que les talents ne partent plus et continuent de rester? Taxer les entreprises qui réussissent le mieux en France, je suis pas forcément pour, mais tu enlèves déjà le fait que les entrepreneurs ou même les PME ont envie de se défiscaliser et donc de partir. Pour moi, justement, tu devrais encourager les gens à entreprendre. Et donc, en fait, c'est même limite, si tu entreprends, limite, tu n'as pas d'impôt tes 3 premières années. Enfin, j'en rajoute. C'est comme les SASU à l'IR et à l'IS. À l'IR, c'est beaucoup plus avantageux, mais tu n'as le droit que à ça pendant 5 ans. Donc, en fait, faire des processus pour certaines typologies de gens. Et au pire, si les gens te disent c'est injuste, ok, vas-y, tu peux le faire toi aussi. Et en fait, si tu ne le fais pas, en fait, du coup, ça crée, en fait, tout le monde peut devenir entrepreneur aujourd'hui. Donc, oui, c'est plus facile que d'autres en fonction de leur milieu social, bien sûr.
Mais ça permet au moins aux gens de pouvoir beaucoup plus facilement se lancer en se disant qu'ils ne payeront pas d'impôts, ou je sais pas, mais en fait, c'est trouver des manières de garder les gens chez toi, quoi. Et pas de les dégager dans l'ailleurs. C'est super difficile. Je pense qu'il faudrait de toute façon une forme de choc fiscal, à un moment ou à un autre en France, parce que on est quand même le pays le plus taxé du monde, et on a un déficit de 6%, et on t'explique qu'il faudra plus taxer le pays pour réduire le déficit. Donc, il y a un moment, en mode, ça marche sur la tête complète, tu vois. Ouais, et je pense que d'ailleurs, les gens sont là vraiment pas contents, parce que je pense que là, ils sont vraiment tous, et tous les niveaux sociaux, et tous les niveaux d'informés, à quel point ils sont informés. Là, tout le monde a compris que c'était du grand n'importe quoi, ce qui se passait en politique. Donc je pense que tout le monde en a vraiment, vraiment ras-le-bol là. Et je pense que la seule solution, c'est de créer un choc fiscal, et de réussir à prévoir que tu vas t'endetter un peu plus pendant une période, parce que tu vas permettre de résorber ce truc-là par l'attractivité du pays, tout ce que tu veux. Mais là, tu vois, même les investissements des étrangers, ils sont diminués en France à cause du bordel politique et tout. Enfin, t'as l'impression que c'est une spirale, en fait, vraiment, que plus ça va mal, tu vois. Ouais. Je sais pas, avoir le département of government efficiency en France, ce serait bien. Et d'en créer une crypto. Ouais. Non, ce serait pas mal. Moi, j'ai pas la réponse, honnêtement. C'est pour ça que je vous pose la question. Mais c'est vrai qu'en fait, on est tellement, je pense, dès la naissance, habitué à tous les avantages qu'on a à être français et à vivre en France, que c'est très difficile pour le gouvernement de prendre des décisions radicales qui vont soit changer la fiscalité, soit changer tu vois, toutes les mesures sociales. Mais il y a plein d'avantages qui sont pas aussi nécessaires qu'on le pense aussi, tu vois. Je pense que l'école, ça fait 40-50 ans qu'on n'a pas innové. Je pense qu'on peut économiser beaucoup d'argent si on innove bien. Typiquement avec le e-learning et ce genre de choses, il y a beaucoup de choses à aller construire là-dessus. La sécurité sociale. La sécurité sociale, il y a plein de choses sur lesquelles on peut innover, mais à la limite, si c'est un truc sur lequel on ne veut pas toucher, pourquoi pas. Les retraites, on ne veut pas le faire par capitalisation, on perd. Du coup, il y a un moment, c'est des chiffres. Hein. Moi, c'est même pas idéologique comme truc, c'est juste les putains de chiffres, quoi, tu vois. Chiffres. Et puis les retraites, c'est un truc. C'est le vrai problème. Hein. Je te dis honnêtement, c'est le vrai problème en termes de budget français. C'est le vrai problème. Les retraites, c'est la plus grosse dépense de l'État. C'est un truc très français. Et je pense que tu vois, si à l'école on nous apprenait un petit peu d'éducation financière sur comment gérer ses finances, comment investir, plutôt que de dire aux gens à la fin de votre carrière, vous aurez l'État qui prendra soin de vous. Tu vois, un mec qui investit dans le S&P quand il sort d'études jusqu'à 65 ans, sa retraite, elle est largement finie. Ouais, je suis d'accord. Il est millionnaire avec 300 € par mois investis. Donc c'est dommage qu'on n'apprenne pas les gens à prendre les bons réflexes et qu'on soit là pour trop les assister au final. Ça, c'est très vrai. Pas mieux. De toute façon, en fait, on en revient à la base de. En fait, il faut juste revoir tout le système actuel, quoi, d'éducation. Ouais, bon, on va monter un gouvernement. On va faire le Dodge bis. Voilà. T'imagines, ce serait énorme. Non, mais c'était. Non, en tout cas, c'était très cool. J'étais ravi de faire ce podcast-là avec toi. Je trouve que vraiment t'as un discours hyper intéressant là-dessus, parce que il y a pas beaucoup de gens au final comme toi qui sont beaucoup entre Dubaï et Paris et qui partagent vraiment leur vision de l'éducation et tout. Moi, c'est un sujet que je pense qui est au centre de la mentalité des gens, les compétences d'un pays. Enfin, c'est le sujet clé, l'éducation. Clairement. Ouais, d'accord. Et je veux pas s'il y a des gens qui sont très attachés à la culture française, moi aussi je le suis, tu vois. Je veux pas dire que Dubaï c'est parfait sur tous les plans. Mais voilà, je pense que c'est bien qu'on puisse prendre du recul et regarder ce qui marche ailleurs pour adapter notre stratégie et être plus compétitif, quoi. Oui, et puis c'est pas parce que tu penses ça qu'il faut t'antagoniser. Moi, comme je dis, je préfère vivre en France qu'à Dubaï, et pourtant je trouve ça méga intéressant ce que tu racontes dessus, tu vois. J'aime bien, faut challenger un peu les idées, tu vois. Mais je pense que tôt ou tard, je finirai par revenir en France parce que je me sens français et j'aime mon pays, tu vois, j'aime la culture. Intéressant. Le seul truc, c'est que là, j'ai l'impression d'être dans une saison de ma vie où il faut que je continue à mettre de l'argent de côté, à me sécuriser, à être froid. Et une fois que j'aurai atteint, tu vois, ce que je considère comme étant mes objectifs, je reviendrai en France et s'il y a des impôts à payer, je les paierai, tu vois. On sera ravis de t'accueillir. On espérera qu'ils auront baissé d'ici là les impôts. Les amis, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter. Donnez-nous vos avis en commentaire sur ce qu'on s'est dit aussi, ça nous intéresse toujours beaucoup. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Contre-Courant.